Bonjour à tous, voici une courte analyse du Conseil de ville en séance régulière des élus de la ville de Saint-Raymond. Premièrement, ils ont reparlé de la vitesse dans les zones résidentielles qui est encore problématique dans la ville. Ensuite, le maire a tenu à souligner la belle initiative d'Optique Saint-Raymond. Alors, c'est des présentoirs avec des photos qui ont été choisies par un comité. Ça fait vraiment une belle structure en plein centre-ville de la ville de Saint-Ramon. Et par la suite, il nous a reparlé du vandalisme qui a eu lieu sur des tables de granit près de l'école Saint-Joseph. Donc, voici pour vous une analyse du Conseil de ville du 8 juillet dernier à Saint-Ramon. Vous n'avez pas de questions? Oui, une question par courriel. Oui. La question provient d'une personne là, qu'on peut pas, on ne connaît pas son nom ni son prénom. Ça va comme suit. Bonsoir à vous, membres du Conseil. La circulation aux heures de pointe la semaine, surtout entre 16h et 17h30, sont toujours extrêmement difficiles sur la rue Saint-Joseph, Saint-Cyril, Rang-du-Nord et Saint-Jacques, de la Côte-Joyeuse jusque chez Tiwi. Avec la population de Saint-Ramon qui ne cesse d'augmenter, de plus en plus de voitures circulent sur les axes principaux de la ville. Est-ce que la ville prévoit une solution à court terme pour remédier à cette situation? Merci de la question. C'est une question très pertinente. Par contre, je dois dire qu'on a les questions par web ou par Facebook. Les gens doivent marquer leur nom, écrire leur nom, sinon on ne répondra pas aux questions. Mais la question est très bonne. Oui, nous sommes à regarder, nous sommes au courant, nous sommes conscients du trafic provoqué surtout sur la rue Saint-Jacques aux heures de pointe. À court terme, non, il n'y a pas de solution, mais nous sommes à regarder des solutions par rapport au pont et qu'est-ce qu'on pourra faire par rapport à ça. On en est conscient. Merci beaucoup de la question. Je pense qu'elle est très pertinente. Je vous répète, elle est très pertinente et c'est un problème qu'on a dans nos cartons pour s'occuper parce que c'est très important. On voulait vous parler de Optique Saint-Raymond. J'espère que les gens s'en sont aperçus que dans le centre-ville, on a implanté 4, quel mot je prendrais, 4 présentoirs de photos. Merci. On en a fait le vernissage la semaine dernière. Le vernissage de l'exposition Optique Saint-Raymond s'est tenu le 27 juin. Je dis la semaine passée, ça passe déjà vite, c'est le 27 juin, en présence d'un représentant de la ville, initiateur et partenaire du projet et des photographes qui voient leur œuvre affichée dans les présentoirs qui forment l'exposition. Optique Saint-Raymond est une exposition permanente installée à l'intersection des rues Saint-Joseph et de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville. On peut y apprécier 22 photographies agrandies, mettant en valeur le territoire de la ville de Saint-Raymond. Au cours de la dernière année, les photographes débutants, amateurs et professionnels ont pu soumettre leurs photos à un concours. En mai dernier, un jury a procédé à une sélection parmi 200 photos reçues. Toutes les photos ont été prises sur le territoire de Saint-Raymond et représentent un aspect de la ville, soit par son caractère géographique, humain, rural, urbain et patrimonial. La ville de Saint-Raymond remercie la Fabrique qui a autorisé l'installation de l'exposition sur son terrain. Il s'agit d'un très bel ajout au paysage centre-ville. La population et les visiteurs sont invités à visiter et admirer les 22 photographies qui forment la première exposition Optique Saint-Raymond. Bravo aux gagnants et félicitations à toutes les personnes impliquées dans le projet. Et si on parle des gagnants de la première édition du concours, vous avez la photographie Au bord de l'eau par Nicole Cancel, Douce chute d'eau par Jean-Claude Maltais, Figé dans l'admiration par Gabriel Renaud, La chapelle dans la vallée, Daniel Martel, La maison de Paul-Émile Girard en hiver par Pierre Lefebvre, La passerelle par Nancy Côté, La petite maison sous les étoiles par Louisette Réaume, La piste cyclable en automne par Pierre Lefebvre, La Sainte-Anne par Daniel Martel, Les vaches heureuses par Guy Bergeron, Lever du soleil à Pâques par Rénal Lortie, L'horizon étendu, 4 complices par Gabriel Renaud, Miroir Sainte-Anne par Annie Caillé, Oublié par André Tremblay,
pour une calme randonnée à vélo par Yvon Bédard. Pourquoi un ailleurs, Martine Langevin. Reflet par Nancy Côte. Regard d'hiver sur la rivière Mauvaise par Lucie Simard. Saint-Raymond à voile d'oiseau, par William Caillé. Tourbière en beauté par Yvon Bédard. Un peu d'histoire par Martine Langevin. Et la dernière et non la moindre, Un enfant à l'aventure par Roxane Poulain. En 2024, 7 villes du comté présenteront chacune une exposition photographique de grand format en plein air. L'intention poursuivie par ce projet consiste à présenter une vue artistique de la ville hôtesse sous ses divers patrimoines. En plus de Saint-Raymond, ces villes sont Cap-Santé, Donnacona, Portneuf, Saint-Casimir, Sainte-Christine d'Auvergne et Neuville. Donc, ça vous fait vraiment un parcours à pouvoir faire dans le comté de Portneuf, c'est-à-dire de Saint-Raymond, Cap-Santé, où vous vous promenez, et chacun a ses présentoirs de photos qui représentent chacune des villes. On peut déjà annoncer qu'à chaque année, ce qu'il est prévu, c'est qu'à chaque année, ce concours va revenir parce qu'à chaque année, nous allons remettre des photos à jour sur, je ne sais pas décidé encore, mais au moins un présentoir. Donc, comme il y a 3 ailes au présentoir, ce sont 6 photos qui seront redemandées et qui seront jugées à chaque année pour changer les photos, pour faire du nouveau. Donc, merci. Félicitations, M. Gagné, mais merci surtout à tous les participants. Parfois, quand on prend des photos, on aurait peut-être avoir été gagnant, mais vous pourrez toujours vous représenter certaines de vos photos. Et la partie n'a pas nécessairement facile de choisir les photos parce qu'il y en avait plusieurs belles. Donc, félicitations encore aux gagnants et merci à tous les participants. Un dernier petit mot sur le vandalisme. Ça fait plusieurs fois que j'en parle. Vous vous souvenez, là, 1 mois, on a parlé d'une table de pique-nique qui s'était fait vandaliser dans la cour du collège. On avait cassé le banc où on peut s'asseoir. C'est une table en granit. Une table en granit comme ça, vous ne pouvez pas... c'est pas par hasard qu'elle est cassée. Si vous voulez la briser, il faut vraiment s'acharner sur la table. Bien, quelque chose de nouveau, la même table de granit où on a cassé le bout, bien là, on a enlevé le banc qui s'est collé avec des rottes de métal. Ça veut dire qu'on s'est servi de bouts de bois pour essayer de soulever la table. Et le banc s'est brisé à ce moment-là. Ce sont des biens publics. Moi, je vous invite très fortement, et ça fait plusieurs fois que je le dis, et j'espère qu'on va trouver. Mais si on le trouve, je peux vous dire que on se voit de bonne humeur. Je pense que ce sont des équipements publics. C'est pas l'argent de la ville, c'est votre argent à vous qu'on dépense ou que les gens, ce sont vos équipements à vous que les gens brisent. Donc j'espère que on demande à la population de nous aider. On n'aime pas ce genre de choses. Ça coûte extrêmement cher à réparer. Et que ce soit des graffitis, que ce soit de briser des choses de même. S'il vous plaît, soyons alertes au vandalisme. Merci beaucoup. M. Robitaille, bonjour. Bonjour. Vous avez parlé tantôt de vandalisme avec votre table. Je vous ai déjà suggéré ici au Conseil des caméras. N'avez-vous d'installer à différents sites que vous pensez que publics, qui arrivent des affaires comme ça pour... Il y a des caméras, le ministère des Transports sur les routes, on voit les accidents, on voit le paquet d'affaires. Il y a ici un investissement qui pourrait se faire au niveau de la ville, à mettre des caméras pour des endroits comme au village. Là, il y a un beau petit parc, là, c'est que les édifices ont été incendiés, là, c'est le parc Wayne, là. Il arrive la nuit, les bouquets de fleurs que vous posez à différentes places qui se font vandaliser. C'est vraiment dispendieux. Aujourd'hui, avec la technologie, vous mettez les caméras là, puis quelqu'un peut les surveiller ou... En fait, je vais vous répondre en 2 phases.
C'est compliqué par rapport à deux choses. On a eu du vandalisme dans le centre multifonctionnel. On a vu passer les gens, on les a vus sortir sur d'autres caméras, mais tant qu'on n'est pas capable de voir leur visage comme il faut, ça donne absolument rien. Donc, on sait qu'il y a eu du vandalisme, on sait qu'ils sont venus, on sait comment ils ont procédé, on sait les graffitis, mais tant qu'on n'a pas le visage des gens pour les reconnaître, on ne peut rien faire avec la police. Ça, c'est une des choses. Donc, on est à regarder, à savoir, on pourrait avoir des caméras plus performantes, parce que quand on va dans les assises de l'UMQ, j'ai vu une compagnie où on pouvait installer des caméras et la compagnie elle-même fait la surveillance 24 heures sur 24 par rapport à la caméra. Ça veut dire que quand il se passe quelque chose, il y a comme une urgence qui s'allume sur la caméra et ils peuvent voir, puis ils peuvent même communiquer parce qu'on peut même avoir des haut-parleurs pour que les gens qui surveillent puissent parler à ceux qui sont en train de faire des méfaits. Le coût de ça, c'est très dispendieux. C'est très dispendieux. Des bris à Saint-Raymond, on n'en a pas tant que ça. Okay? On en a quelques-uns. C'est plate. Est-ce que le coût de surveillance équivaut à la perte qu'on a? Je vous répondrai que non. Donc, on est encore à Saint-Raymond à demander à la population de faire des surveillances, puis de pouvoir nous aider à mieux diriger. Mais ça n'enlève pas qu'on ne regarde pas vis-à-vis des caméras. Il y a d'autres choses là qu'on est en train... en fait, on parle du parc sportif. Okay? Ouais. Parc sportif, il va y avoir beaucoup de monde. C'est une place où on devrait avoir des méfaits, au cas où, parce qu'il va y avoir de la population, il va y avoir des citoyens, il va y avoir des jeunes, il va y avoir des personnes plus âgées, de la circulation automobile. Est-ce que ça vaudrait la peine d'avoir une caméra qui va pouvoir nous dire, en gros, sans nécessairement reconnaître les gens, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une possibilité. On regarde ces choses-là. Parce que votre parc, c'est pareil. Là, mettons, je dis, il est loin un peu. Il est loin de Saint-Raymond. Ben, il est loin. Il n'est pas loin, mais il reste que c'est grand. Puis c'est, mettons, après les activités le soir ou des choses de même, il peut rester des malfaisants pour faire des méfaits dans le parc, puis tout ça. Si vous n'avez pas de caméra, moi, vous suggérez, si vous avez l'idée d'installer des caméras, essayez de prendre une qualité de caméra pour être capable de voir le visage du monde. Ça ne donne rien de payer de l'argent si, comme tu dis, que ça ne donne rien sur tes promotions. On voyait comme un ombrage ou un semblant de visage. Ça, payez pas pour ça, là. Exact. Soit attendez ou investissez pour avoir quelque chose de qualité, que s'il arrive de quoi, là, vous reconnaissez la personne le plus possible. Donc, ma réponse concrète, c'est justement, il faut regarder pour avoir des caméras plus performantes. Le prix que ça coûte par rapport au nombre de méfaits qu'on a à Saint-Raymond, présentement, est-ce que ça en vaut la peine? C'est rapport qualité-prix, comme on dit, mais là, c'est rapport qualité, mes frais et le coût que ça nous coûte, le montant qu'on investit. C'est sûr que quand tu as une caméra, ça l'incite moins au vandalisme ou des choses de même. Exact. Tu ne peux pas rentabiliser ça si on veut. Mais il reste que si ces méfaits-là arrivent, bien là, au moins, ceux qui le font ont un dossier, sont reconnus ou des choses de même. C'est certain que c'est une dépense. C'est une dépense qui ne rapporte pas. C'est une dépense. C'est une dépense directe. C'est bon. Merci. Lors du conseil de ville du 8 juillet dernier à Saint-Raymond, a eu lieu une grande question qui, dans le fond, à l'ordre du jour est lotement. Lors de la séance régulière du 8 juillet dernier de la ville de Saint-Raymond, un point a été remis à l'ordre du jour. Ça fait plusieurs années qu'on en entend parler, mais là, la ville de Saint-Raymond et la ville de Saint-Léonard se sont rencontrés
avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation afin de faire une demande de soutien technique en vue de la réalisation d'une étude d'opportunité. Le maire a tenu à le souligner plusieurs fois, d'opportunité sur la création d'une nouvelle entité municipale formée des territoires des 2 municipalités. Voici M. le maire qui explique le sujet. Nous sommes rendus à 1.8, demande. 1.8, c'est une demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour une aide technique en vue de la réalisation d'une étude d'opportunité en collaboration avec la municipalité d'Essaillon-Nord. Je vais lire tous les entendus tels quels parce que je veux que ce soit bien compris par la population. Il s'agit bien ici d'une étude d'opportunité en collaboration avec la municipalité d'Essaillon-Nord. Attendu que les défis importants pour la municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf, tels que la pénurie de main-d'œuvre, charges administratives et fiscales importantes, vitalisation économique, attendu que les grandes similitudes géographiques, autant physiques, humaines et sociales, et les liens naturels et sociaux établis entre la ville de Saint-Raymond et la municipalité de Saint-Léonard, attendu les échanges de services et de collaboration entre les 2 municipalités. On parle déjà ici de loisirs, urbanisme, incendie et cours municipales. Attendu que la rencontre tenue le 17 juin 2024, à laquelle ont participé les membres des 2 conseils municipaux, ainsi que 2 représentants du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, attendu que le sommaire décisionnel déposé à la séance de travail tenue le 2 juillet 2024, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Saint-Raymond dépose au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, conjointement avec la municipalité de Saint-Léonard, une demande de soutien technique en vue de la réalisation d'une étude d'opportunité sur la création d'une nouvelle entité municipale formée des territoires des 2 municipalités, et que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer pour et au nom de la ville de Saint-Raymond tous les documents utiles et nécessaires pour réaliser le projet d'étude d'opportunité. J'espère que vous avez bien compris. Ça veut dire que la ville de Saint-Léonard et de Saint-Raymond ont décidé par résolution. Nous passons la résolution ce soir, la ville de Saint-Léonard fait la même chose, c'est-à-dire que le gouvernement nous offre la possibilité, et ça ne coûte rien aux municipalités, de faire une étude d'opportunité sur justement la création d'une nouvelle entité municipale. C'est une étude, nous aurons, un coup que cette étude-là sera faite, nous aurons à étudier, prendre connaissance de l'étude, et c'est sûr qu'il y aura consultation publique par rapport à cette étude-là, et je tiens à le réaffirmer, il y aura consultation publique avant de prendre n'importe quelle décision, soit du côté de Saint-Léonard ou soit du côté de Saint-Raymond, avant de prendre une décision. Ça fait plusieurs années où vous êtes sûrement au courant qu'il y a déjà eu une tentative d'étude qui a échoué. Maintenant, quand on a eu cette réunion-là, avec les 2 conseils municipaux, tous les conseillers étaient présents et c'est unanimement qu'on a décidé de demander au MAMACH de réaliser cette étude. Donc, il ne faut pas partir en peur, il ne faut pas partir de cancan. C'est seulement pour l'instant une étude d'opportunité. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. le maire. Pierre Cloutier. Lors du conseil de ville du 8 juillet dernier, il y a eu aussi un vote pour donner un 10 à l'OMHGP, l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf. En fait, c'est que la ville doit toujours débourser 10 des travaux qui sont faits dans les rénovations des HLM. Donc, il y aura 4 logements qui vont être rénovés dans la ville de Saint-Raymond. 1.9. Autorisation à l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf afin de procéder aux travaux de rénovation de 4 logements. En fait, ce sont 4 logements dans les offices que nous avons.
Ces travaux sont d'une envergure de 60 000 $ et on sait que la Ville de Saint-Raymond doit toujours débourser 10 % des coûts de réalisation dans nos HLM. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gass. 1.10, autorisation en vue de la signature d'une convention de prêt d'un terrain dans le parc industriel numéro 2, partie du lot 6298. En fait, c'est attendu que la demande de Mme Geneviève Bélanger de la Fédération québécoise des clubs quad afin d'utiliser une partie du terrain vacant, partie du lot 6624, 198, situé dans le parc industriel numéro 2, à titre de formation pour les conduites des véhicules quad. Est-ce que j'ai une proposition? On fait la proposition, M. le maire. M. Voyer. La Ville a aussi donné une confirmation à la Corporation de développement de Saint-Raymond pour une aide financière de 245 000 $ plus 80 000 $ de taxes municipales sur leur bâtiment. Engagement financier envers la Corporation de développement Saint-Raymond. Que la Corporation de développement Saint-Raymond travaille au développement industriel, commercial et touristique et réalise divers mandats octroyés par la Ville de Saint-Raymond. En fait, que la Ville de Saint-Raymond confirme son engagement financier envers la Corporation de développement de Saint-Raymond et s'engage à lui verser au cours de l'année 2024 une somme maximale de 245 000 $ en plus d'un montant n'excédant pas 80 000 $ à titre de contribution supplémentaire pour remboursement de taxes municipales de 3 immeubles appartenant à la Corporation. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. le maire. M. Lirette. Le maire de la Ville de Saint-Raymond, M. Claude Dupin, a aussi donné les principales dépenses de la Ville du mois de juin, qui totalisent un montant de 2 812 871 $. Principale dépense au mois de juin, c'est l'implantation de tourbes au parc sportif, au montant de 103 000 $. Préparation de, en fait, c'est implantation de tourbes, services d'entretien sur le terrain aussi. Excavation de la fontaine, un montant de 937 500 $. Ça, c'est pour l'installation de la conduite de refoulement dédiée à Saputo. Vous avez vu là, les travaux qui sont en train de se faire en face de chez Saputo. Groupe Cola Québec, fourniture de gravier, de travaux pour le rang de la montagne, 63 000 $. Les salaires, 257 000 $ et les retenues salariales versées au ministère, 158 000 $. Je répète le montant, 2 812 971 $. Ceux qui veulent avoir les détails, c'est toujours disponible en faisant la demande à l'Hôtel de Ville. Monsieur Benoît Voyer, responsable du service des incendies, a remis son rapport du mois de juin. 3.1, dépôt et présentation par le conseiller M. Benoît Voyer du rapport d'intervention des incendies. Oui, merci, M. le maire. Alors, le rapport d'intervention du service des incendies le mois de juin. Alors, on a 19 sorties, dont 5 alarmes d'incendie non fondées. Alors, on sait qu'à chaque fois qu'on sort une alarme d'incendie non fondée, ça coûte environ 1 500 $. Alors, c'est déplorable, mais ça arrive de temps en temps. Souvent, c'est des feux de cuisson, de quoi que quelqu'un a oublié, des erreurs comme ça. Alors, ils ont tous eu un avertissement. Si on y retourne une deuxième fois, là, il va y avoir un bon montant à payer. Alors, aussi, une alarme d'incendie dans la rue Guillon. On a une sortie alarme monoxyde de carbone. C'était une batterie qui était sur la charge, puis elle a tombé par terre, puis ça a causé une fumée, en tout cas, fait que ça a pu causer un incendie. On a eu assistance entraide sur du Québec, c'est un enfant qui était égaré. Ensuite, on a feu de commerce, c'est une boîte électrique, puis feu dû à un manque de courant, une baisse de pression Hydro-Québec, alors le feu est pris dans la boîte électrique. 2 feux à l'événement d'hiver dans la rue Vanier et avenue des Trembles. On a eu 2 feux de ciel ouvert extérieur. C'est dans la rue d'Aigle, on a eu une alarme d'aller voir, il y avait un feu qui était comme... le monde avait allumé un petit feu, mais dans un foyer, puis il était conforme. Alors, le monde a appelé, il a dit qu'il y avait un feu là, mais il était tout correct. Alors, des fois, on se déplace pour rien. Alors, lui était vraiment conforme. Et aussi, il y avait un feu ciel ouvert au pont de fer
Il y a du monde, des jeunes qui ont allumé un feu à cet endroit-là. 2 sorties des arbres de tomber sur les fils. 2 sorties odeur suspecte dans la rue La Tarte d'une pompe à l'eau qui était dans un sol. Il a manqué d'eau et le feu est en train de se propager, de la boucane surtout. Et dans le Côte-Joyeuse, on a eu un incendie de véhicule dans la grande ligne et un sauvetage en route, c'est un vélo de montagne. Alors 19 sorties pour le mois de juin qui fait un cumulatif de 92 comparativement à 115 l'année dernière. On voit le même résultat en 2021 qu'on va sortir probablement dans le même nombre. Je voulais mentionner aussi que le service des incendies demande aussi de faire attention au camping, une prudence générale, gaz propane, etc., de faire attention aux boyaux, surtout les poêles au propane, des fois, c'est tout inventé, de faire le remplacement. Et vous allez remarquer aussi au marché public le jeudi, quelques reprises, on va se déplacer avec le camion des incendies, une tente de prévention. Alors, si vous voulez poser des questions au service des incendies, ils vont être là sur les lieux. Ce n'est pas tous les jeudis, mais ils vont être là à quelques reprises. Alors, ça termine, M. le maire, le rapport des incendies pour le mois de juin. Hey, merci beaucoup. Pour la fin du conseil de ville de Saint-Raymond, alors on a eu beaucoup d'autres petits sujets, petites dérogations mineures de certains citoyens. Alors, je vous laisse la suite du conseil de ville de Saint-Raymond. En 3.2, mandat à la ville de Pont-Rouge afin de procéder à un appel d'offres au nom de la ville de Saint-Raymond pour l'achat regroupé d'appareils respiratoires. En fait, ce sont des appareils respiratoires que nous avons et qui sont vétus ou qui vont le devenir à très court terme. Nous avons procédé à la ville de Pont-Rouge et avec d'autres villes dans le comté de Portneuf afin de trouver quelle serait la meilleure bonbonne, le meilleur coût, avec les meilleurs rendements, avec les meilleures garanties. Et c'est avec la ville de Pont-Rouge que nous allons procéder à un appel d'offres de ces appareils respiratoires. Donc, en se regroupant, nous comptons avoir de meilleurs prix. Donc, la résolution est pour mandater la ville de Pont-Rouge afin de procéder à un appel d'offres en notre nom pour l'achat regroupé. Ils le font en notre nom. Nous gardons toujours notre privilège d'accepter ou de ne pas accepter. Donc, c'est une proposition qui va donner la permission à Pont-Rouge de lancer l'appel d'offres avec la ville de Saint-Raymond. Est-ce que j'ai une proposition? J'en fais la proposition, M. le maire, et juste rajouter que les réservoirs à oxygène vont être plus gros aussi. Alors, on va avoir plus d'oxygène quand il va y avoir un feu, quoi que ce soit. De toute façon, c'est la proposition pour lancer l'appel d'offres. Ça va prendre une autre résolution pour accepter l'appel d'offres à ce moment-là. On pourra donner toutes les explications à ce moment-là. 3.3, quatrième période de questions, s'il y en a. 4.1, transport routier, hygiène du milieu, M. Fernand Lirette. Oui, M. le maire, disons que les travaux qui ont été effectués par les employés des travaux publics durant le mois de juin, grosso modo, ça se résume à les gens travaillent présentement, parce que n'oubliez pas, les travaux publics, on a pratiquement une vingtaine d'employés qui travaillent présentement. Les employés travaillent présentement de la réparation des bris de la chaussée. Vous devez avoir vu un peu partout, si vous promenez dans différentes routes, dans les rangs, ces choses-là, il y a beaucoup de travaux de rapiessage. On pose de l'asphalte, ces choses-là, pour boucher les défaillances, finalement, dans la chaussée, et puis les nids de poules. Ces opérations vont continuer, finalement, pendant quelques semaines. Il ne faut pas oublier non plus que la ville, on a beaucoup de rapiessage, mais il ne faut pas oublier qu'on a 238 km de route à entretenir. En plus de 200 plus 76 km de route en gravier, les rangs. Ça veut dire que, on dit franchement, avec l'équipe qu'on a là, présentement, ils n'ont pas de temps à perdre. Les travaux qui ont été effectués, les principaux travaux, finalement, il y a eu des travaux de réfection du rang de la montagne sur 1,5 km qu'on aura fait au complet. Les travaux sont terminés depuis vendredi passé avec l'asphaltage. Il reste présentement les accotements à terminer, puis c'est vrai que ça va se faire cette semaine. Il y a les travaux de réfection du boulevard Cloutier
qui ont commencé il y a une quinzaine de jours dans le secteur de la polyvalente avec la collaboration de la commission scolaire. On refait le système d'aqueduc, d'égout et les travaux, comme je vous dis, ils ont commencé la semaine passée. Ils vont s'échelonner sur environ 4 semaines. Il y a l'installation et la préparation des dalles de béton pour les puits. La ville de Saint-Raymond, on est alimenté par différents puits. On a des puits de distribuer un peu partout dans la ville. Ça, c'est pour l'eau potable. On pompe de l'eau, finalement, qu'on rembarque dans le réseau. Mais là, on a décidé de munir ces dalles de béton-là. On va mettre des génératrices. Parce que ça fait plusieurs fois qu'on a des pannes de courant. Puis, à un moment donné, nos réservoirs qui sont sur la Côte-Joyeuse, ben, les autres, ils continuent à fournir de l'eau. Mais là, si les puits, ils ne peuvent pas alimenter le réservoir, on manque d'eau à un moment donné. Puis, s'il arrive un incendie, on est pogné. Là, on a décidé, justement, d'acheter des génératrices pour les 4-5 puits qu'on a présentement. Puis là, présentement, ils sont en train de préparer les fondations et puis les bases de ciment pour installer les génératrices qu'on a décidé d'acheter. Autre chose, on a commencé à nettoyer les fossés, les accotements dans différents rangs qui vont se poursuivre durant tout l'été. Autre chose, il y a eu des déboissements des emprises de la ville sur différents tronçons de la ville. Il y en a probablement qui ont remarqué qu'il y a des flags à un moment donné dans différents rangs. Puis là, ben, on dégage l'emprise de la ville pour le déneigement. À un moment donné, ça aide pour le déneigement parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'arbres qui sont rendus pratiquement dans les fossés, ces choses-là. Puis là, à ce moment-là, ben, on réélargit, mais en autant que ça fait partie de l'emprise de la ville. On ne touche pas au terrain privé. Entretien des stationnements, entretien de la machinerie, entretien de présentifs, des stations d'eau usées, c'est la même chose aussi. Puis des traitements des plaintes, des chevreuils, des arbres. Puis, on est rendu dans une région qui commence à avoir pas mal de chevreuils. Puis l'autre chose, préparation, conception des plans de vie pour justement l'année 2024 et l'année prochaine pour 2025. Ça, grosso modo, ça termine les travaux qui ont été effectués par les travaux publics. Merci beaucoup. En 4.2, nous avons l'octroi d'un mandat dans le cadre du plan d'action pour l'élimination des raccordements inversés à l'égout. Pour vous expliquer en mots, en fait, nous avons déjà commencé, puis nous vous avions parlé qu'à certains moments, il pourrait y avoir de la fumée. On travaille à partir de la fumée. C'est que vous avez des raccordements qui ont été mis, des raccordements d'eau pluviale qui ont été mis dans les égouts. Et maintenant, ça, c'est le ministère qui nous demande de vérifier ces choses-là. Parce que quand on demande des subventions pour les infrastructures d'eau au FIMO, le gouvernement vérifie à savoir si on a fait toutes ces recherches-là. Maintenant, on a fait pour la pluie, les eaux de pluie qui étaient dans les égouts. Maintenant, nous devons faire l'inverse, parce qu'il y a des égouts qui ont été connectés au pluvial. Donc, nous devons faire la même recherche à savoir si toutes les maisons sont bien connectées aux égouts au lieu d'être au pluvial. Donc, c'est à ce moment-là que nous devons donner. Nous avons fait des soumissions et on va donner un mandat à la ferme Can Explore Incorporée pour une somme n'excédant pas 33 050 $ à vue de faire ces vérifications dans 2 zones dans Saint-Raymond. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je le propose, M. le maire. M. Lirette. 4.3, nous sommes déjà à la 5e période de questions. La période de questions vient de vite. Est-ce qu'il n'y en a pas dans la salle? Est-ce qu'il y en a sur le web? Non plus. Donc, nous sommes rendus à l'urbanisme et la mise en valeur du territoire. Monsieur Cloutier, votre présentation pour les procès-verbaux des réunions de comité consultatif. Merci, M. le maire. Le comité consultatif d'urbanisme s'est rencontré par courriel le 21 juin. Il y a à l'étude 2 PIA pour le lac Sept-Îles,
et 3 dérogations mineures. Le nombre de permis de maisons neuves pour le mois de juin 2024, il y a eu 7 nouveaux permis pour un total de 33 pour cette année, comparativement à l'an dernier, on en avait eu 9, comparativement à 38. Aussi, un grand total de tous les permis pour le mois de juin est de 179 permis, comparativement à 132 l'an passé. Il y a beaucoup de rénovations qui se font, puis il y a beaucoup de... Le monde se répare puis mettre les maisons en page. C'est tout. Merci. Merci. Faire remarquer, quand on a vu les chiffres ce mois-ci, vous aviez en 23 49 permis pour 13 millions de construction, si je pense au manque de maisons. Et cette année, on en a 49, on en a 39. Mais vous en avez pour 12 millions. C'est que pour moins de résidences, le montant des permis de construction est pratiquement le même que celui de l'année dernière. Donc, ça veut dire que la valeur des maisons est beaucoup plus haute cette année qu'elle était l'année dernière. Donc, demande faite dans le cadre des règlements PIA, que les demandes suivantes soient faites dans le cadre de règlements relatifs au PIA soient acceptées. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. le maire. 5.10, Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 858-24, règlement modifiant le règlement de zonage 583-15 afin de créer une nouvelle zone résidentielle rurale RR et y autoriser la résidence de tourisme secteur Lac-Rita. Madame Célia. Oui. Donc, on se situe dans le secteur du lac Rita et du lac Alain. Actuellement, les résidences de tourisme sont interdites dans ce secteur-là, principalement en raison de la présence là, des deux lacs. On tente d'éviter de multiplier les résidences de tourisme là, aux abords des lacs pour tous les inconvénients qui s'ensuivent, même au niveau voisinage. Par contre, on a reçu une demande pour une propriété qui se situe là, dans la partie qui est ombragée ici. Cette propriété-là n'est pas riveraine, n'a pas d'accès nécessairement au lac Rita, est en frontage durant Saguenay. Donc, une résidence de tourisme, finalement, n'aurait pas d'impact négatif à ce niveau-là. Donc, on a créé une nouvelle zone. On a extrait les propriétés qu'on voit dans la zone ombragée. On les a extraits de la zone RR-1 pour créer une nouvelle zone qui est la RR-2. Et à l'intérieur de cette zone-là, on autorise les résidences de tourisme. OK. Donc, comme c'est une assemblée publique, on procède à l'adoption du second projet de loi. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je le propose, M. le maire. M. Renaud. 5.12. Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 859-24, règlement modifiant le règlement de zonage 583-15 afin de créer une nouvelle zone résidentielle de haute densité, secteur Avenue Duplain. Oui. Ça me dit quelque chose de ce nom-là? En fait, Avenue Duplain, il y avait une portion de l'avenue Duplain là, qui était cadastrée, qui avait un caractère de rue. Par contre, physiquement, cette rue-là n'était pas aménagée, ne desservait finalement. Il y avait 3 terrains, là, on voit ici, il y avait 3 terrains qui étaient en frontage de cette rue qui physiquement n'existait pas. Un promoteur qui a un projet de construire un total de 36 logements, donc 3 fois 12 logements. Donc, on a vendu la portion de l'avenue Duplain qui n'était pas utile finalement pour nous, qui desservait uniquement ces 3 terrains-là. Ce tronçon de rue a été fermé à la circulation et vendu au promoteur. Donc, lui a maintenant un très grand terrain, mais en fait un terrain qui est un peu plus grand, et sur lequel on va autoriser un projet résidentiel intégré. On va voir plus tard, là, on a un projet de règlement aussi qui va être adopté en ce sens. Et pour ce faire, on a créé la zone de haute densité qui est HC-10, qui pourra recevoir là, un total de 36 unités de logement. Voilà.
OK. C'est une assemblée publique. Les personnes ont pu se faire entendre. Donc, on a 5.13, c'est l'adoption du second projet de règlement afin de créer cette zone résidentielle à haute densité. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je le propose, M. le maire. C'est M. Lirette? Pierre. Ah, Pierre. M. Cloutier. 5.14, Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 860-24, règlement modifiant le règlement de zonage 583-15 afin d'intégrer les dispositifs relatifs au projet résidentiel intégré. Justement, c'est ça dont on vient C'est la suite. de parler. En fait, c'est la suite, oui, qui est après, mais bon. Donc, attendu que la Ville a reçu quand même plusieurs demandes à l'effet de réaliser des projets résidentiels intégrés, soit la construction de plusieurs bâtiments résidentiels sur un même terrain. Attendu que ce type de projet peut être intéressant pour répondre à des terrains qui présentent certaines particularités. En fait, ce règlement-là vient encadrer ce type de projet-là. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Si des gens, je vais vous présenter les grandes lignes. Par contre, s'il y a des gens qui veulent vraiment les consulter, là, communiquent avec nous à l'Hôtel de Ville. Ça nous fera plaisir même de transmettre le règlement complet. Je vais cependant vous lire la définition de qu'est-ce qu'un projet résidentiel intégré. Ça va bien nous situer. Donc, c'est un regroupement de bâtiments principaux implantés sur un même terrain et se caractérisant par une certaine homogénéité architecturale. Un projet résidentiel intégré comporte des aménagements et des équipements communs, tels que des espaces extérieurs, des aires de stationnement, des allées d'accès, des équipements récréatifs et des bâtiments complémentaires destinés à desservir l'ensemble des bâtiments implantés sur le terrain. Donc, on vient ajouter toute une section au règlement de zonage. Je vais vous lire un peu les grands titres. Donc, on parle des plans d'aménagement, des usages résidentiels qui vont être autorisés, de l'implantation et de l'orientation des bâtiments principaux, de l'architecture et de l'apparence des bâtiments, qu'on va demander, autant pour les bâtiments principaux que les bâtiments complémentaires, l'aménagement des allées d'accès et des aires de stationnement, l'aménagement d'un écran tampon avec les zones contiguës qui pourraient présenter là, peut-être des résidences là, de faible densité, aménagement des espaces extérieurs, et voilà. Donc, on vient vraiment encadrer tout ce qu'on ne peut plus encadrer par le règlement de zonage normalement, parce que là, on comprend qu'il y a plusieurs bâtiments sur un même terrain. Donc, il y a certaines normes qui s'appliquent sur un terrain où il y a seulement un bâtiment qui ne peut plus s'appliquer. Donc, on vient les gérer à l'intérieur de celui-là. Notamment, par exemple, l'espace entre chacun des bâtiments principaux, le nombre de bâtiments accessoires qui pourraient desservir l'ensemble de ces bâtiments-là et toutes les aires communes. Donc, on vient vraiment encadrer l'aménagement de ces Donc, terrains. en fait, on se donne sur un terrain où un promoteur pourra faire un ensemble immobilier, on vient se donner le droit d'encadrer ce qu'il va faire sur ce terrain-là. Tout à fait. En gros. Parfait. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. le maire. M. Lirette. « 5.16 Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 861-24, règlement modifiant le règlement de zonage 583-15 afin de modifier les normes d'implantation des constructions autorisées en cours arrière. » Oui, en fait, c'est une modification très mineure qui provient en fait d'une difficulté d'application dans le cas des constructions, notamment des bâtiments qui sont jumelés. Donc, on a une ligne mitoyenne entre deux bâtiments, deux unités résidentielles. Et il y a une certaine tendance qu'on n'avait peut-être pas avant où les galeries en cour arrière, les patios, vont être aussi implantés le long de la ligne mitoyenne. Des fois, on retrouvait ces bâtiments-là plus vers le côté extérieur, donc on n'avait pas de problématique. De plus en plus, on voit que ces aménagements-là sont aussi avec une ligne mitoyenne. Et au règlement de zonage, en fait, on imposait une distance, une marge de recul là, pour ces bâtiments-là par rapport à la ligne de terrain. Étant donné que ce sont des bâtiments jumelés, on vient au règlement de zonage, en fait, retirer. On vient dire que dans le cadre d'une habitation jumelée, les constructions accessoires peuvent être mitoyennes et implantées à la limite de propriété, à la condition qu'un écran visuel empêchant les vues droites vers la propriété voisine soit mis en place. Ça, c'est en respect du Code civil.
C'est la modification. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je le propose, M. le maire. Monsieur. Adoption du règlement 862-24, règlement modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme 586-15 afin d'ajouter des dispositions relatives au projet résidentiel intégré. Ça ressemble à l'autre, hein? Mais Ouais. c'est pas tout à fait pareil. Il faut bien l'expliquer à la population. Ouais. Oui, en fait, dans le cas de l'autre règlement, on intégrait des dispositions relatives au projet résidentiel intégré à l'intérieur du règlement de zonage. Par contre, lors de l'émission d'un permis de construction, dans le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme, on a là toutes les dispositions relatives à qu'est-ce qu'il faut déposer pour la demande de permis. Donc, on vient s'harmoniser à tout ce qu'on demande au règlement de zonage. Alors, dans le règlement en fait, administratif, vont être ajoutés la liste donc, des contenus particuliers, au-delà de ce qu'on demande pour toutes les demandes de permis de construction, le contenu particulier qu'on va demander dans le cas d'un projet résidentiel intégré. Je ne vous en fais pas toute la liste, mais on comprend que c'est de vraiment décrire comment sera fait, de déposer tous les documents pour montrer comment seront implantés les bâtiments, comment seront aménagés les lieux, les écrans tampons, etc., qui ne seraient pas dans du contenu régulier lors de l'émission d'un permis de construction. Donc, c'est purement administratif. Là, donc, c'est ça le dit bien, règlement modifiant voilà. le règlement administratif aux règles d'urbanisme, au règlement d'urbanisme. Une proposition, s'il vous plaît? Je le propose, M. le maire. M. Renaud. 5.19, adoption du règlement 863-24, règlement modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme 586-15, afin de remplacer le chemin des Hêtres par le chemin des Pruches et d'ajouter la rue Dion à l'annexe 2. Oui, en fait, c'est une très petite modification. Nous avions un chemin qui avait été nommé le chemin des Hêtres. En fait, c'est un chemin qui est localisé principalement au Lac-Sergent. On l'a vu tout à l'heure dans le cas de la dérogation mineure. On a un tout petit tronçon qui déborde chez nous. Donc, nous l'avions appelé comme au Lac-Sergent le chemin des Hêtres. Au Lac-Sergent, bien, ils ont changé le nom des Hêtres par le chemin des Pruches. Donc, on va s'harmoniser avec eux. On va changer notre petit tronçon pour le chemin des Pruches. Et tant qu'à faire la modification, on se rend compte que la rue Dion n'apparaissait pas à l'annexe des rues privées sur lesquelles on peut émettre des permis de construction. Donc, on en profite et on ajoute la rue Dion qui est dans le secteur du lac Bison. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Voyer. Le 5.20, c'est un règlement afin de soustraire la zone P14 de l'obligation d'être alimentée en eau potable et en égout. Oui. Normalement, selon nos règlements, à l'intérieur du périmètre urbain, toute construction doit être reliée aux services d'aqueduc et d'égouts de la ville. On a certaines exceptions sur le territoire déjà où, pour des raisons X, les bâtiments ne peuvent être desservis. On vient en ajouter une, en fait, pour la zone P14, qui sont nos terrains sportifs de la ville. À l'heure actuelle, les services, en fait, sont projetés, mais ne seront pas disponibles là, à très court terme. Mais on a besoin quand même de desservir nos installations. Donc, dans l'intervalle, une installation septique va être mise en place. Et pour ce faire, ben, on doit modifier le règlement administratif et ajouter la zone P14 à la liste des exceptions où on n'est pas obligé d'être branché au service. Donc, il faut changer le règlement parce que l'on va mettre une fosse septique. Oui, il faut juste ajouter notre zone, malheureusement, P14 à la liste des zones pour lesquelles on n'est pas obligé de se connecter. En fait, c'est pour faire comprendre que dans la partie du terrain sportif, nous avons prévu amener l'eau et les égouts. L'eau est là facilement. Les égouts, ça va là plus tard. Donc, nous étions obligés de nous faire une installation septique en attendant d'avoir l'usage des égouts. Mais comme Mme Célie a dit, nous sommes obligés de changer le règlement pour se donner la permission de faire une fosse septique. J'ai bien compris? Tout à fait. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je vais donner l'avis de motion et la proposition, M. le maire, oui. M. Gass. Avis de motion d'un règlement modifiant le règlement de zonage 583-15 afin d'autoriser la résidence de touristes sur la route Bras-du-Nord, rue privée. Oui.
En fait, les résidences de tourisme sont, à règle générale, interdites sur une rue privée. Dans le cas de la route Bras-du-Nord, en fait, la route Bras-du-Nord a une partie publique, une partie, après ça, privée. C'est une zone qui autorise, en général, les résidences de tourisme. Donc, sur le début de route Bras-du-Nord, nous pouvons avoir des résidences de tourisme. Sur la partie privée, on ne pouvait pas en raison du caractère privé de la rue. Par contre, étant donné que sur cette route-là sont déjà présents là, un camping et d'autres résidences locatives à des fins touristiques, bien, en fait, il n'y a pas de contre-indication là, à soustraire la route Bras-du-Nord de l'obligation d'être située sur une rue publique. Et alors, on pourra en fait implanter des résidences de tourisme sur la route Bras-du-Nord au complet, partie privée et publique. Alors, est-ce que j'ai une proposition pour l'avis de motion et la proposition de résolution? Je le propose, M. le maire. M. Renaud. 5-24, avis de motion de règlement 866-24, modifiant le règlement de zonage 583-15, afin d'autoriser la résidence unifamiliale dans la zone RU6. Oui. En fait, on se situe dans le rang Notre-Dame, au niveau de la rue des Découvreurs, pas très loin du centre de ski. Donc, la zone RU6 est une zone qui n'est pas tellement grande, qui regroupe en fait une sablière et un résiduel de terrain, en fait, qui... RU voulant dire? Rural. Rural. Donc, c'est une zone rurale, -6. Il y a, en fait, tout ce qu'on voit, je vais vous le montrer ici, ça va être plus facile. En fait, la rue des Découvreurs, là, est construite presque au complet, termine avec un rond-point, un cul-de-sac. On a les deux lots ici qui sont des résiduels là, qui appartenaient, qui sont d'une succession. Ces lots-là sont redivisés là, pour être deux parties égales. Et sur la portion qu'on voit en rouge, nous aurions un droit pour construire une résidence. On répond à toutes les autres conditions du règlement de zonage pour pouvoir construire une résidence. Par contre, dans la zone RU6, étant donné que lors de la révision de nos règlements, cette zone-là ne comportait pas de terrain constructible et était occupée principalement par une sablière, nous n'avions pas l'usage de résidence qui était dans cette zone-là. Donc, la modification est seulement d'autoriser les résidences unifamiliales isolées à même cette zone-là. Et on comprend qu'il y a seulement une résidence qui va pouvoir être construite et que celle-ci va devoir en tout temps respecter un écran tampon de 150 mètres de la sablière. Donc, voilà. Merci. Est-ce que j'ai une proposition pour l'avis de motion et la résolution? Maire. M. Lirette. Nous avons retiré le 526 et le 527. Nous sommes à 528, qui est l'avis de motion d'un règlement numéro 868-24, modifiant le règlement de zonage 583-15 afin d'autoriser une affiche de type écran ODEL dans la zone CV1. Oui. En fait, c'est une demande que nous avons reçue. Ce type d'affichage-là est de plus en plus populaire, donc nous allons l'intégrer à nos dispositions relatives aux enseignes, au règlement de zonage. Par contre, pour l'instant, cette modification-là va seulement se restreindre vraiment sur une petite portion du centre-ville. Donc, la modification se situe au niveau de l'article 13.7.2, qui sont les dispositions relatives aux zones publiques et institutionnelles et aux zones centre-ville. Nous, on vise la zone centre-ville. Donc, la modification est dans la zone CV1, qui est centre-ville 1, sur une façade donnant sur la rue Saint-Cyril. En plus des enseignes autorisées, un affichage de type écran ODEL d'une superficie maximale de 2 mètres carrés sera autorisé. Nous ajoutons une condition qui est entre 23 heures et 7 heures, ces écrans doivent être éteints. Donc, la zone CV1 là, se limite à un territoire. En fait, la zone CV1 est un peu plus grande. Par contre, là, on se restreint sur Saint-Cyril, donc de Saint-Jacques à un peu dépasser le Maxi et le Home Hardware. Et donc, de chaque côté de la rue Saint-Cyril, à ce niveau-là, on pourra avoir un écran de type DEL. On verra plus tard, peut-être, sur la nécessité ou le besoin d'étendre à d'autres zones. En fait, concrètement, c'est le Home Hardware
à l'entrée qui veulent installer un écran lumineux de type DEL afin de pouvoir faire des publicités. C'est ce que nous allons permettre par rapport à ce règlement. Est-ce que j'ai une proposition pour l'avis de motion et le règlement? Je supporte la proposition de M. le maire et l'avis de motion. Merci. Madame Célia, on a réussi à passer au travers. On en avait beaucoup cette semaine. Vous avez donné beaucoup d'ouvrages à la greffière aussi, ce mois-ci. Je partage. 5.30, sujet, c'est la 6e période des questions. Est-ce que nous aurions des questions dans la salle ou sur le site Web? Oui, une question par courriel de M. François Villeneuve. Bonsoir. Concernant la dérogation liée à une installation septique temporaire dans votre précédent point, combien vont coûter ce genre de travaux versus le passage du tuyau d'égout projeté? Merci. En fait, de poser une installation septique, nous avons eu la soumission qui est au montant. C'est le prochain point? En fait, vous allez voir le montant, c'est dans le prochain point. Et juste pour spécifier, en fait, c'est le prochain point. Je vais répondre à la question au prochain point complètement. Donc, en loisirs et culture, en 6.1, octroi d'un mandat en vue d'aménager une installation septique pour desservir le futur bâtiment d'accueil du parc Promutuel Assurance. En fait, on est obligé de penser à une fosse septique parce que cet été, nous allons avoir besoin de connexion d'égout, parce qu'en fait, nous recevons sur le nouveau terrain le RAID Bras du Nord, où c'est 800 personnes qui vont venir sur le terrain sportif. Vous savez que le RAID Bras du Nord était avant au centre de ski, maintenant ça vient au centre sportif. Et comme le projet d'amener les égouts jusqu'au centre sportif est un projet à moyen terme, ça va susciter des coûts au-delà du million. Donc, nous avons décidé, et comme tout n'est pas fixé encore, le plus vite pour nous était de faire une fosse septique pour le bâtiment d'accueil. Et à ce moment-là, cette fosse septique-là va pouvoir servir pour le RAID Bras du Nord. Tant qu'à l'eau, il n'y a pas de problème. C'est probablement que l'eau va venir du parc industriel et traverser de l'autre côté, ce qu'on ne pouvait pas faire avec les égouts. Donc, le but est d'accorder un mandat pour la réalisation de la fosse septique. À l'entreprise MCB Construction Incorporée. Oui, parce que je ne sais pas le montant exact. Non, effectivement, qu'on a reçu la soumission vendredi dernier. Donc, quand on vous a transmis les documents, on n'avait pas encore le nom de l'entreprise. Donc, c'est MCB Construction Incorporée pour un montant de 9 500 $ plus les taxes applicables. Donc, pour répondre à la question, on met en attente une dépense de plus d'1 million, 1 million quelques dollars pour les entre 0, dans notre but, nous, c'est d'entre 0 et 5 ans, de pouvoir se servir de la fosse septique, et pour un montant de 9 500 $. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je le propose, M. le maire. M. Renaud. « 6.2, octroi d'un mandat pour la prise en charge de différents travaux au parc Promutuel Assurance. En fait, vous allez avoir... vous savez qu'on a engagé M. Stirvabourg de la firme Haddock Municipal, où on a des mandats qu'on lui donne sur la gestion, je dirais plus coordination des travaux sur le parc Repos Mutuel. Et pour nous, c'est important parce que vous allez avoir de très bonnes nouvelles très bientôt, en fait. En fait, la bonne nouvelle, on peut le dire. Non, je ne la dis pas, elle n'est pas annoncée, mais M. Vincent Caron pourra en faire l'annonce très bientôt. Nous avons eu l'octroi d'une subvention pour travailler dans le parc Promutuel. Donc, le mandat, c'est pour donner un mandat à M. Arbour de gestion, Haddock Gestion municipale,
pour des honoraires n'excédant pas 25 000 $ pour des mandats que nous allons lui donner sur les services demandés pour le parc sportif. Est-ce que j'ai une proposition? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gasse, merci. 6.3, autorisation afin de procéder par appel d'offres public en vue des différents travaux au parc Promutuel. En fait, c'est une résolution. Comme à chaque fois qu'on fait une soumission, on a besoin d'avoir une résolution. Donc, cette résolution-là va autoriser les directeurs des services municipaux de la Ville, les professionnels de la Ville, ainsi que M. Stirvabourg de la FEMADOC, à procéder par appel d'offres public en vue des différents travaux à réaliser au parc Promutuel. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est une résolution que nous n'aurons pas besoin de passer à chaque fois, mais au caucus, nous savons tout le temps sur quoi nous allons demander des appels d'offres. Est-ce que j'ai une proposition? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gasse. Sujet 6.4, dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur du service des loisirs de la culture, conformément aux articles 4.2 et 4.9 du règlement 840-24. En fait, il s'agit de la liste des employés. Oui, comme mentionné, c'est la liste des personnes engagées par le directeur du service des loisirs et de la culture. Donc, c'est le personnel temporaire. C'est une délégation de pouvoir là, qui a été donnée au directeur. Par contre, il y a une obligation de déposer la liste au conseil. Donc, c'est un dépôt. C'est un dépôt, je n'ai pas une proposition. Donc, sujet 7, la dernière période des questions. Est-ce que j'aurai des questions au final, dans la salle, sur le web? Non. Le monsieur qui nous a posé une question sur Facebook n'est pas revenu avec la question sur le web. D'accord. Donc, au sujet 8, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 20h39. À 20h39. Merci beaucoup tout le monde. On vous dit au mois